Donc, dans le cadre de cette table ronde, un certain nombre de questions ont peut-être pu émerger déjà dans la salle. Est-ce qu'il y a des éléments que vous vouliez développer, préciser? Sinon, nous allons regarder le chat peut-être. Alors oui, notre président. Oui, deux points, essentiellement pour Stéphane, le pharmacologue. Est-ce que vous avez présenté une approche de screening, et est-ce que dans votre approche de screening, vous utilisez les règles de Lipinski, vous classez les produits en fonction du coefficient de distribution, coefficient de partage, pKa, etc. Tout ça, c'est dans le Merck Index, et c'est facile et ça permet d'éliminer un certain nombre de produits. Alors, ça, c'est un premier point. Le micro est branché, vous m'entendez? Et j'ai un deuxième point, après, pour disposer de nouveaux produits. En fait, il y a peut-être deux sources, mais je m'avance un peu. Il y a les antiviraux qui ont été utilisés en médecine humaine, donc ils ont coché toutes les cases, mais qui ne sont plus commercialisés. Et il y en a un certain nombre. Et cela, à la limite, ils seraient disponibles. Et peut-être aussi en s'intéressant un petit peu à la pharmacocinétique, notamment aux liaisons protéines, qui varient pas mal d'une espèce à l'autre, et puis même chez nous, entre hommes et femmes. Et liaisons protéines, peut-être qu'on trouverait des produits à pharmacocinétique parce qu'ils sont meilleurs, ils ont une pharmacocinétique plus favorable chez une espèce animale que chez l'homme. Merci pour ces questions qui sont vastes. Alors, je vais vous dire comment on a procédé. Et c'est vrai qu'on est parti sur une approche sans a priori, dite par repositionnement. Notre idée au départ, vu que les molécules antivirales ont également un certain coût, que certaines, on l'a vu ici, sont réservées, c'était d'essayer de trouver des molécules qui avaient dans notre modèle in vitro un effet, et on a réalisé un criblage. Donc ce criblage, il n'a pas été réalisé en prenant en compte les différents paramètres que vous avez décrit tout de suite, c'est ce qui intervient, ça, dans un second temps. On a réalisé un criblage qui était basé sur l'effet sur notre modèle cellulaire en deux dimensions pour montrer qu'on avait une diminution de l'apparition de l'effet cytopathique, ce qui nous a conduit à avoir des EC50 inférieurs à 50 micromolaires et avoir un effet des molécules, donc ça nous a permis d'éliminer beaucoup de molécules. La problématique, si on n'avait pas des critères très stringents, était de poursuivre l'étude, puisque au final, c'est vraiment pour essayer d'arriver sur le terrain. On est là pour faire une recherche et répondre à la problématique des éleveurs avec la pathologie. On ne pouvait pas se permettre d'avoir trop de molécules à cribler, et donc on a restreint au maximum. Donc on arrive aujourd'hui avec 8 molécules, et on est en relation avec les professeurs de l'université de Caen pour regarder maintenant les paramètres que vous évoquez aussi. Et la chance est un petit peu de notre côté avec une molécule, je ne sais pas si on arrivera à l'utiliser en France, c'est celle de nos amis japonais, qui est autorisée depuis 2017 au Japon, l'amenamivir, qui a une très belle action sur les herpès virus, mais utilisée seulement au Japon aujourd'hui. Et d'après les premières données de nos partenaires en pharmacie à l'université de Caen, c'est une molécule qui présente aussi un intérêt puisqu'elle peut traverser la barrière hématoméningée, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre des pathologies qui nous occupent. Tu as deux questions là sur Alors, le chat. dans les questions, il y avait une question pour professeur Le Poder concernant le taux de survie des chats infectés par le virus de la PIF. Quand c'est la PIF, c'est 0% de survie. Voilà, Bertrand, tu as ta réponse. Dans les autres, C'est là qui est intéressante. Oui. Alors, en pratique citadine et ou rurale, y a-t-il une pression sociétale des propriétaires d'animaux connectés pour utiliser ces antiviraux? Si oui, l'éthique professionnelle suffit-elle à répondre? Faut-il informer le grand public sur les risques de résistance? C'est le but de notre... C'est exactement l'objet de ce rapport et de l'avis dont on espère qu'il aura une diffusion la plus large possible dans notre profession en France, mais si on pouvait entamer également cette réflexion au niveau européen, je pense que ce serait extrêmement pertinent et ensuite le faire percoler dans la société civile. Oui, puis je crois qu'on peut
Poser la question au pasteurien, enfin Hervé, non mais pour tes collègues, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? On est entre nous, enfin c'est une réflexion sur des fondements scientifiques. Aujourd'hui, c'est l'acmé, j'allais dire, de notre réflexion. On a la présentation réglementaire, bien évidemment, ce qu'on utilise chez les chevaux, ce qu'on utilise sur les chats. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Tu l'as un peu dit, Hervé. Il faut mettre un peu plus de recherche, voir quels sont les critères, comment on encadre. Tu as vu dans notre groupe qu'il y avait François Vallon, par exemple, qui donnait quel va être le cadre futur, ou il faut qu'on réfléchisse à un cadre d'utilisation. C'est ça, aujourd'hui, on l'a pas, ce cadre. Alors, je vais déjà commencer par te dire, non, on n'est pas entre nous, on a une responsabilité sociétale. Et donc, justement, je voudrais m'inscrire dans cette dimension. Et moi, j'ai été frappé par le professionnalisme de certaines études, et puis peut-être à côté un certain amateurisme d'autres. Et je pense les questions qui ont été soulevées par Jean et à laquelle vous avez répondu montrent finalement la voie, qui est une voie assez classique, de développement d'antiviraux, de repositionnement, parce que je pense qu'aujourd'hui la recherche pure sur les antiviraux coûte tellement cher qu'il vaut mieux travailler sur du repositionnement, voire après des modifications à la marge des structures pour essayer d'améliorer des conditions de biodisponibilité, de demi-vie, etc. Mais qu'effectivement, ça doit être fait dans le cadre d'essais cliniques chez l'espèce cible, contrôlés, validés, qui répondent à des critères après qui sont non attaquables. Et on a bien vu que Sophie émet des critiques vis-à-vis de certaines études qui sont publiées avec des effectifs extrêmement réduits, des suivis qui n'existent pas. Et je voudrais revenir aussi sur le suivi des souches. Ça paraît assez inconcevable que finalement on fasse des essais cliniques et qu'on ne regarde pas chez les animaux qui décèdent ou qui ne présentent pas le taux de succès que l'on souhaite, ce qui s'est passé, et en particulier du côté viral, à analyser la molécule cible et voir si elle a muté par hasard. Ça me paraît voilà. Donc je pense que c'est vrai qu'on n'aura jamais les crédits, je pense, pour mener les travaux qui sont menés en humaine, mais le repositionnement et une analyse structurée, fondée scientifiquement, et après des conseils pour les bonnes pratiques me semblent essentiels. Alors oui, je te rejoins, Hervé, et je te rassure, quand je dis qu'on est entre nous, c'est juste pour libérer la parole. On est à l'Académie vétérinaire de France, donc on est là pour les débats sociétés, pour éclairer notre profession et la société. Je crois qu'en ligne, on a un des coordinateurs, oui. François, qui a une question. Oui, mais c'était simplement pour... alors, est-ce que j'ai mon micro? Oui, oui, on t'entend. C'était simplement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et la difficulté de mener des essais cliniques, notamment pour certaines espèces, comme pour l'espèce équine, avec différentes difficultés. C'est-à-dire que donc Stéphane a bien indiqué qu'il n'y avait pas pour les formes nerveuses, il n'y avait pas de modèle expérimental, que les formes nerveuses d'herpès virus sont heureusement assez rares. Donc, effectivement, les praticiens qui sont confrontés à ces formes nerveuses, pour mener à bien une investigation dans un cadre, avec un protocole expérimental clinique, c'est extrêmement compliqué. En plus, il y a des contraintes, bien évidemment, psychologiques importantes vis-à-vis des propriétaires. Donc là, on est quand même un petit peu limité. Donc, ce qu'on a simplement, c'est que l'utilisation, par exemple, du valacyclovir dans les formes nerveuses chez le cheval est réalisée en pratique. Et on a, au niveau retour, il semble, donc c'est une molécule qui n'est pas décrite comme étant la meilleure molécule pour les herpès virus, notamment dans ces formes nerveuses, mais en tous les cas, c'est ce qu'il est utilisé sur le terrain parce que c'est une molécule qui est globalement d'utilisation assez courante et puis pas très chère, et avec une utilisation péroce qui facilite aussi les traitements, et avec des retours terrain qui semblent plutôt positifs dans des
semi-enquêtes réalisées par des confrères. Donc, c'est vraiment très compliqué d'avoir une approche scientifique avec des protocoles cliniques qui seraient bien conduits. Donc, c'est la question qu'on peut se poser, que je peux vous poser, comment faire? Merci François pour ta question, mais je pense qu'avec tous les vétérinaires qui sont autour, une des solutions, et peut-être ça a été évoqué, je pense, dans les réunions de l'académie, pourrait être de mettre en place justement un protocole qui prend en compte tous les aspects, les aspects éthiques d'abord, les aspects après scientifiques, etc., sur la base de ce qu'on a comme possibilité de traitement, de façon à, lors d'une crise à venir, parce qu'on sait qu'il y en aura d'autres, hein, les herpès, j'ai pas souligné peut-être assez le phénomène de latence, hein, on va pas s'en débarrasser comme ça. On a aussi Ludovic Orlando qui a montré qu'il y a 200, 300, 400 000 ans, ils étaient déjà présents chez les chevaux. Donc il va falloir vivre avec tout le temps et on a les limites de la vaccination, même si elle est intéressante. Donc d'avoir des molécules antivirales, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Le fait de ne pas avoir de modèle, tu l'as souligné, ça vient du fait que les Américains essayent de développer ce qu'ils appellent le Whole-Mare Model, parce qu'on sait que ce sont les juments âgés qui développent le plus la pathologie. Mais aujourd'hui, il n'y a encore pas de modèle qui est bien défini, qui permet de faire des tests sur une population de chevaux avec des contrôles, des chevaux traités, non traités. Ce qui fait que c'est ce qui nous a aiguillé vers les organoïdes, où on est sur des tissus d'animaux qui sont des tissus équins, les tissus qui sont infectés par les virus, et on essaye de montrer sur ces tissus l'effet des molécules, parce qu'on sait très bien qu'on aura du mal dans les années à venir, même si c'était montré le Whole-Mare Model. On a fait une infection expérimentale, on a eu 8 chevaux, c'est quand même assez limité. Si on regarde la bibliographie, si on a du mal à avoir des données, c'est parce qu'à chaque fois on fait face avec, dans les études qui sont des études randomisées, on a 2 fois 6, on a 2 fois 4. C'est vraiment très limité par rapport à tout ce qu'on peut connaître dans la recherche qui peut se faire sur d'autres modèles comme les souris ou autres. Donc il y a une vraie limite. Donc pour résumer peut-être et répondre à ta question, je pense que de prévoir avec un comité qui ferait appel à des personnes avec les connaissances sur les molécules, comment on traite les chevaux, bien sûr, un diagnostic qui serait déjà pertinent, parce que c'est la base d'avoir un bon diagnostic, de ne pas partir faire le traitement sur un diagnostic qui ne serait pas clairement posé. Et je pense d'avoir une population de chevaux suffisante. Alors Valence aurait été un bon modèle. Malheureusement, Valence, voilà. J'étais au téléphone avec Anne Courroucé juste avant de venir. Son sentiment sur le traitement par le valacyclovir à Valence, il n'y a pas eu d'études cas témoins, malheureusement. Elle a observé qu'il y a des chevaux qui allaient mieux, mais sa conclusion, c'est est-ce que ces chevaux n'auraient pas été mieux sans le traitement? Voilà, on ne le saura pas. Donc on est dans cette limite, oui. Dans le cadre de nos réflexions, nous avons vu que certaines molécules sont interdites par l'Europe, comme le molnupiravir, entre autres parce que le mécanisme repose sur la création de mutations importantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager d'exclure toutes les molécules antivirales à propriété mutagène pour le monde vétérinaire? Je crois que, il y avait plus compétent que moi pour répondre. Il y a une législation, hein, donc je crois que elle a été claire, elle a été clairement exposée. Elle distingue les animaux qui vont finir en boucherie et des autres. Je crois que déjà ça crée 2 catégories. Moi, j'ai pas à revenir sur cette législation. Elle me paraît fondée. Alors, je rajouterais que sur le molnupiravir, il y a aussi eu la prise en considération du critère de l'importance pour la santé humaine, avec le traitement quand même d'Ebola et du chikungunya et d'autres. Donc, c'est pas que l'effet mutagène qui a été pris en considération. Et effectivement, dans l'évaluation de la sécurité dans le cadre d'une demande d'AMM, ces aspects-là sont toujours considérés. Mais là, en l'occurrence, ce qui a prévalu à la lecture de l'avis scientifique, c'est quand même la gravité de la maladie, des maladies traitées chez l'homme.
C'est ça qui a primé. Et d'ailleurs, je m'étonne même que ça a été autorisé aussi à Chypre, parce que je trouve ça surprenant. Alors c'est vrai que, parce que là, clairement, il y a eu... Quelle autorité ils étaient? Voilà, c'est ce qu'ils ont écrit dans la publication. Ils ont mis au début, ils ont mis, c'est écrit dans la publication, hein, qu'ils ont au début utilisé le molnupiravir et qu'ensuite ils sont passés au GS. Ils sont passés au GS après, quoi. Je ne sais pas quelle est la réglementation à Chypre, si elle s'applique de la même manière. En fait. Et alors, moi, j'ai une autre question juste derrière, justement, parce que sachant que la réglementation dans certains pays, alors notamment peut-être au Japon ou aux États-Unis, est moins stricte sur l'utilisation d'antiviraux chez l'animal, d'après ce que j'ai compris, est-ce qu'on a davantage de recul sur les risques de mutation justement liés à cet usage-là? Parce que en Europe, c'est quand même très réglementé, donc l'usage est restreint et pas très développé, à part quelques cas. Est-ce que dans les pays où la réglementation est moins stricte, est-ce qu'on a un peu plus d'éléments sur ces risques de mutation ou de résistance aux antiviraux? Je peux démarrer pour une partie de la réponse. En ce qui concerne la molécule utilisée par nos collègues au Japon, elle est d'utilisation récente chez l'homme déjà, donc elle va être utilisée chez le cheval, mais je ne peux pas dire si aujourd'hui il y a un suivi. Ce qui est certain, c'est dans le cadre de notre collaboration, on est vraiment sur la même ligne pour faire un suivi de l'apparition de résistance. On a des outils pour le faire. On a vu l'importance dans le monde vétérinaire de faire les choses par rapport, dans ce contexte One Health, une seule santé. Donc c'est vraiment fait avec un contrôle. Et je souligne là, puisque Jean-Yves a été longtemps et président d'honneur toujours du RESP, d'avoir pour la filière équine, on a peut-être des inconvénients, une petite filière, donc pas un gros marché, donc pas facile de développer des molécules. À l'inverse, on a le réseau d'épidémiosurveillance des pathologies équines qui nous permet de surveiller en temps réel l'apparition des maladies. Et derrière, ces souches nous arrivent au laboratoire pour pouvoir les typer et les suivre. Ce qui fait que, si j'ai évoqué la grippe tout à l'heure, on a un suivi de l'ensemble des virus grippaux qui circulent chez les chevaux sur la planète, avec une mise à jour à chaque fois de ce qui circule pour faire des recommandations auprès de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'il faut ou non faire évoluer les vaccins. Oui. Et je vais donner pour complément. Juste un commentaire. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les antimicrobiens au sens large, on a tendance à vraiment bien identifier les molécules indispensables à certaines pathologies chez l'homme, dont on va restreindre l'usage. Et en général, les dernières molécules, les plus performantes, on les garde pour l'homme. Voilà les grandes tendances qu'on peut noter. Donc, repositionnement sûrement, se jeter sur les dernières molécules développées chez l'homme pour des pathologies à potentiel pandémique ou autres, c'est un petit peu plus difficile à justifier au devant de la société. Oui, pour revenir sur la recherche d'antiviraux, la recherche, d'une manière générale, la recherche sur les antimicrobiens est, entre guillemets, relativement facile par rapport à beaucoup d'autres en pharmacologie. Dès qu'on a une activité vitro, soit dans la boîte de pétri, soit sur culture cellulaire, on est déjà très avancé. Et en fait, l'étape suivante, c'est surtout quelle est la dernière barrière? La dernière barrière, c'est la pharmacocinétique, et c'est elle qui va décider du futur ou non du produit. Donc, l'étape suivante, en fait, c'est de la pharmacocinétique. Et une étude de pharmacocinétique clinique, c'est quand même beaucoup plus facile qu'une étude de pharmacologie clinique. Oui, merci pour cette remarque. Oui, alors on a bénéficié, nous, je suis passé très vite dans la présentation, Jean-Yves m'avait un peu pressé pour le temps, d'une étude qui avait été faite par des Belges auparavant pour le ganciclovir, ce qui nous a donné la possibilité, de par cette étude pharmacocinétique et l'absence de toxicité, d'avoir les bases sur ce qu'on a obtenu in vitro pour passer dans une étude in vivo. Et vous avez raison, ça avait été fait de belle manière, publié dans les journaux qu'il fallait, et on a aujourd'hui une molécule d'intérêt qui est déjà identifiée. Et on a lancé avec nos collègues de l'ANSES la suite des études sur 3 molécules actuellement, et c'est en cours de publication pour avancer de la même façon, de façon à aboutir à cette trithérapie. Voilà, on espère aboutir à cette trithérapie pour tenter une infection expérimentale
qui permettrait de voir si on a un effet ou non chez les chevaux, ou lors d'une crise, c'est ce qui serait le plus probant avec l'appui de l'académie, des vétérinaires de l'AVEF, voilà, de tenter un traitement. Oui, je voulais revenir sur la PIF du chat. Et pour les praticiens vétérinaires, on a été mis devant le fait accompli. Parce que je voulais rappeler qu'au départ, donc comme le professeur Poder l'a rappelé, c'était 0% de survie. Et donc, sur les groupes avec les réseaux sociaux, les propriétaires se sont emparés du sujet et on apprenait que les gens commandaient sur Facebook un produit magique, donc avec une formule GS 44 15 24, donc personne ne savait ce que c'était, et les animaux survivaient. Et avec alors des effets secondaires terribles parce que c'était par injection, les propriétaires avec voilà, beaucoup de pratiques, on voyait avec des animaux qui revenaient des plaies vivantes, mais par contre qui survivaient à la maladie. Et ensuite, on a eu les pharmacies qui se sont emparées de cela, en nous proposant des formules par voie orale. Et donc là, on est, je pense, Jean-Yves, chaque semaine, nous avons des mails, des courriers, on ne citera pas les officines, mais qui nous proposent des liquides avec des process clés en main, hein, comment on doit faire, donc 15 mg par kilo si c'est une forme humide, 20 mg par kilo si c'est une forme sèche, neurologique. Et je voulais juste donc vous remercier pour cette magnifique session, parce que là j'ai un document où on nous dit qu'en deuxième ligne, il faut qu'on utilise le molnupiravir. Voilà, donc je pense que... Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci Ludo, hein. On est pile poil dans le sujet. Moi, mon sentiment, alors tout à l'heure on a parlé de l'Europe, du règlement, effectivement, et je comprends vos réponses, vous vous réfugiez des règlements européens. Moi, je sais comment on les fait, les règlements, qu'ils soient nationaux européens. C'est la communauté scientifique, citoyenne, politique qui s'empare du sujet. Donc, de toute façon, quelqu'un va s'en emparer. À nous d'être responsables. Quand j'ai donné à quelques collègues européens le titre de notre conférence, etc., il y en a peut-être qui sont connectés, ils m'ont dit « Mais Jean-Yves, c'est super ce que vous faites à l'Académie parce qu'on a besoin de cet éclairage. » Et je suis praticien, on est voisin de clientèle, donc on sait très bien la pression de clientèle que l'on a. Moi, chez moi, j'ai verrouillé, j'ai dit « Je veux l'autorisation quand on en commande. » Parce que je sais qu'il y a un débat, et puis je me suis nourri des réflexions que l'on a dans nos groupes de travail. Donc, ce qu'on va rendre, enfin, c'est un peu aujourd'hui la conférence, mais on va rendre un avis où on va donner à la fois de l'éclairage, donc chacun va se poser la question en tant que praticien, avec l'éthique, etc. Et puis après, on va mettre en place des systèmes pour faire de la science. Sinon, on va dans le mur. C'est très bien, c'est parce que c'est un sujet justement que je voulais aborder. C'était l'origine des traitements contre la PIF qui était d'une origine non vétérinaire, sauvage. Et ça pose un problème puisqu'on peut faire tous les règlements, toutes les lois. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux est connu des autorités, et le mode d'action pour interrompre cela, pour l'instant, n'est pas connu et n'est pas efficient. Et donc, on a eu quand même des centaines de chats qui ont été traités avec des produits qui venaient d'on ne sait pas où, probablement de Chine pour certains, probablement d'Inde, probablement d'autres pays, peut-être même d'Europe pour certains. Et la problématique était partout la même dans le monde. C'est-à-dire que les Américains se posaient la même problématique, les Australiens, les Européens. Et là, on voit une des limites. C'est quand même une des premières fois, à ma connaissance, que notre profession a été confrontée à l'usage d'un produit efficace, anti-infectieux, antiviral, avant que la profession puisse avoir des données scientifiques solides, avant que la profession puisse y avoir accès. Et ça a mis en difficulté un certain nombre de vétérinaires qui devaient être mis en situation de complicité pour faire le suivi des animaux, voire éventuellement pour faire des injections, ce qui n'était pas possible pour un produit non autorisé. Et là, il y a un vrai défi, parce que ce que l'on va produire va avoir un intérêt pour la communauté scientifique, mais la difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre ça dans la population. Oui, et puis même, je rajouterais que même pour ce qui est autorisé aujourd'hui, malgré tout, ce sont quand même des médicaments qui bénéficient pas d'une AMM. Et ça veut dire, alors moi je le vois au niveau du suivi et des auditions des praticiens sur les gaps thérapeutiques. Alors on est bien content de l'avancée, hein, justement avec le GS 44 15 24 et surtout par voie orale. Mais malgré tout, je veux dire, en termes de responsabilité et justement de données d'efficacité et de sécurité, c'est quand même pas les mêmes garanties que avec un médicament qui a eu une AMM. Donc là, on n'est quand même pas tout à fait dans le même cadre. Alors c'est vrai que comme par rapport à rien, ou à du marché noir, où on ne maîtrise absolument rien, y compris la qualité, c'est-à-dire que les gens qui l'achètent cher,
ne sont même pas sûrs qu'il y a quelque chose dans le produit qu'ils injectent. Donc, effectivement, il y a une avancée, mais je dirais que rien, que rien ne permet une garantie aussi élevée que une véritable AMM. Donc ça, c'est vrai que ça reste quand même problématique. Et pour revenir sur le molnupiravir, là, je pense que le message, il doit être quand même très clair, hein, parce que il y a une bonne raison pour laquelle ça a été réservé strictement à l'usage humain. Donc là, il faut quand même pas jouer aux apprentis sorciers, hein. Dans l'assistance, il y a le professeur Jean-Luc Cadoré qui est coordinateur également de ces travaux. Jean-Luc, est-ce que tu as une réflexion à nous partager? Oui, bonjour, excusez-moi de ne pas être avec vous. D'abord, merci infiniment aux 5 conférencières et conférenciers parce que je me suis régalé à vous écouter et c'était vraiment d'excellentes factures. J'ai plusieurs petites questions et ensuite un sujet plus important peut-être. Si je comprends bien, toutes les molécules qui actuellement sont utilisées ont fait l'objet d'études pharmacocinétiques, aussi bien pour l'utilisation chez le cheval que pour l'utilisation chez le chat. Sophie. Je commence peut-être alors, Sophie, tu vois. Alors, je vais pas utiliser le micro. Pour le chat, oui, il y a quelques études, mais c'est la distribution plasmatique de la molécule. Mais avec la forme orale aussi. Ouais, avec Que la forme orale aussi. injectable. Ouais, Oui. non, les deux. Il y a une étude avec la forme orale. D'accord. Et il y a comparaison IV, sous-cutanée et péros. Mais c'est la concentration plasmatique. Vu la complexité de la PIF et le fait que le virus peut passer à barrière hémato-encéphalique, etc., ça, on n'a pas au-delà. Je ne pense pas qu'on puisse avoir au-delà. Voilà. Mais si ça y est, c'est publié. Pour vous renvoyer à la publi, ouais. Ok. Et chez le cheval, Stéphane? Alors, chez le cheval, on a l'étude qui a été publiée en 2009 d'une équipe belge pour le valganciclovir. Et pour les 2 autres molécules qui nous intéressent, il y en a une où c'est réalisé, on est en train de dépouiller les résultats avec 2 autres molécules qui concernent une molécule contre l'artérite virale équine et contre le West Nile avec nos partenaires de l'ANSES. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Par rapport au crible, c'est vrai que c'est des parties importantes qui nécessitent des financements. Et tout à l'heure, je n'ai pas répondu à la question globalement. Avant de faire toutes ces études, c'est vrai qu'on a essayé aussi d'avoir des changements avec les pharmaciens de l'université. Ils ont apporté des changements sur certaines molécules pour gagner en efficacité. Mais c'est vrai que j'ai résumé 10 ans de travail, mais on a eu beaucoup de déboires et on publie pas souvent aussi les résultats qui sont entre guillemets négatifs dans la littérature. Et surtout, notre crible, notre étudiant en thèse, a fait une magnifique publication sur l'ensemble des molécules qu'il a testées de façon à ce que nos collègues à l'étranger ne refassent pas la science qui a été réalisée déjà. Oui. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que oui, il y a des études pharmacocinétiques, mais des études pharmacodynamiques de détermination de dose, entre autres, on n'en dispose pas, et entre autres parce qu'on n'a pas de modèles animaux reproductifs de manière assez simple, que ce soit pour la PIF ou l'herpès virus équine. Et ça, c'est peut-être une des limites par rapport à des médicaments avec AMM, c'est qu'il y a un certain nombre d'exigences supplémentaires qui, pour l'instant, ne peuvent pas être remplies. Jean-Luc, il a encore plein de choses à nous dire. Alors, donc après, je vais arriver à un autre sujet dont on a déjà un peu débattu, mais toute la problématique ensuite, avec l'accès à ces protocoles, ça va être de déterminer les bonnes indications et les moments d'administration des antiviraux. Et à ce sujet, juste une petite question, Stéphane, mais je l'ai déjà posée peut-être. Quand tu as fait l'étude lors d'infections expérimentales, l'administration de l'antiviral, oui, tu l'as faite avant inoculation ou immédiatement après ou combien de temps après? Alors, elle s'est faite dès le premier jour, hein, donc on va dire immédiatement. Oui, on a inoculé et on a administré après la première dose et on a fait une administration pendant 14 jours. Donc, tu as inoculé, oui, puis fait l'antiviral. Voilà.
d'accord. Parce que après, toute la problématique, ça va être de l'utilisation soit en médecine individuelle, soit en médecine collective au sein d'un effectif. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse, ou je ne sais pas, enfin, parce qu'évidemment, moi, je suis comme François et comme toi, Stéphane, tout à fait partisan de la mise en œuvre de protocoles, mais il va falloir qu'on trouve un contexte d'expérimentation, si je puis dire, extrêmement environné sur le plan éthique et sur le plan scientifique. Et puisque je parle de ça, moi, ce qui m'effraie un petit peu, à la fois, je comprends que l'utilisation du GS 44-15-24 est des plus intéressantes, puisque c'est une alternative thérapeutique par rapport à une mortalité assurée. Mais on n'a pas du tout d'observatoire de l'utilisation et des conditions d'utilisation et des effets secondaires éventuels et des effets bénéfiques éventuels, etc. Et je trouve que tout ça, c'est un manque à gagner scientifique qui, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le combler. Alors, est-ce que quelqu'un a une solution? Mais moi, je trouve que c'est dommage. Alors, du coup, Jean-Luc, pendant que Gilbert Lenoir voulait faire une remarque ou une question, vas-y, je pose une question, je ne suis pas spécialiste, mais je trouve le débat très intéressant. À ce stade, que peut faire l'Académie? Faire une recommandation pour que ces études soient faites? On n'a pas d'éléments puisque les études ne sont pas faites. Suggérer qu'une politique européenne soit mieux définie pour que on facilite le financement de certaines de ces études qui sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors c'est notre groupe de travail. Hein. On est déjà presque à la fin. On attendait la séance d'aujourd'hui pour voir un petit peu, justement, avec des questions comme la tienne. On va rendre un avis et un rapport. Et dans ce rapport, il y a notamment ce que les pastoriens, et c'est le discours d'Hervé et des siens, c'est quelles recommandations. Et puis si je prends la remarque du professeur Cadoré, moi je connais notre profession. Comment on va faire si on fait des recommandations, il va falloir s'assurer que tous les praticiens puissent les suivre. Donc faire des essais encadrés, etc., sur quelques équipes, soit de chercheurs, soit de partenariats chercheurs-cliniciens, ça c'est possible. Mais de le décliner pour tous les vétérinaires comme moi ou Ludovic qui voyons des chats tous les jours, il va falloir que, donc, on tire la sonnette d'alarme. Déjà, une des recommandations de notre avis ou de notre rapport, c'est de dire, attention, messieurs les praticiens, messieurs, dames les praticiens, vous utilisez une molécule antivirale qui peut parfois ne pas marcher, etc. Et puis, donc, il y a des risques, des déviances, enfin, des mutants, etc. Et après, on va commencer à essayer d'établir des recommandations. Alors, je sais pas, Jean-Luc, puisque c'est toi qui es en charge, tu le savais pas, mais maintenant tu le sais, de conclure l'après-midi. Tu vas pouvoir répondre à Gilbert. Tu veux, vas-y. Oui, il y a juste un point que je voulais souligner. Moi, je viens du monde de l'expérimentation animale, parce que j'ai été responsable des animaleries à l'Institut Pasteur pendant un moment. Je connais bien l'encadrement éthique de tous les travaux qu'on peut faire en recherche préclinique. Je suis horrifié, et le mot est faible, de voir que des propriétaires d'animaux administrent des produits dont ils ignorent tout, provoquent des dégâts considérables sur les animaux, et ça, c'est pas considéré comme mauvais traitement animaux. Il y a quand même une réglementation qui est extrêmement sévère, qui s'applique extrêmement sévèrement à des chercheurs qui font les choses bien comme il faut, et on tolère que des propriétaires fassent absolument n'importe quoi sur leur animal, oui. Et les associations de protection des animaux ne font rien. Mais il devrait y avoir des procès pour ça, quand même. Mais vous avez parfaitement raison, mais on s'est retrouvés, enfin je parle sous le contrôle de mes confrères praticiens libéraux, mais on s'est retrouvés quand même dans une situation à notre corps défendant, c'est de pouvoir utiliser un médicament pour sauver la vie de chats qui, s'ils ne recevaient pas ce médicament, mouraient systématiquement. Et c'est sur cet hôtel de discussion qu'on s'est retrouvés. C'est ça la problématique, parce qu'effectivement, le fait que les propriétaires se procuraient le médicament, mais il y avait aussi le fait que si on ne pouvait pas faire le suivi, enfin, on a même demandé, Christophe va en parler, mais c'est pas facile, pour l'ordre, ça n'était pas facile d'avoir une position
pour répondre aux confrères, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois refuser complètement? Est-ce que j'assure quand même le suivi, etc. Je pense que c'était pas si facile que ça. Non, je veux jeter la pierre à personne, mais simplement quand j'entends dire que des gens commandent sur Internet des médicaments et on sait la qualité de ce qu'on trouve sur Internet, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui achète sur Internet un truc dont il comprend pas, il a aucune assurance à la qualité, il administre n'importe comment, il fait du mal à son animal en croyant le sauver. Et le fait de vétérinaires qui utilisent une molécule qui est bien référencée, dont ils connaissent la qualité avec un protocole dessus, etc. Il y a un univers entre les deux. Quand même. Et moi, ce qui me choque vraiment, je réagis de façon un peu vive, mais aussi parce que je trouve injuste par moments les attaques qui sont dirigées contre les chercheurs qui font la recherche préclinique. Je réagis assez vivement sur le fait que ces pratiques-là puissent passer, être tolérées. Et encore une fois, c'est pas par corporatisme, mais je défends tout à fait les vétérinaires qui font de leur mieux pour répondre à cette demande sociétale, etc. Mais par contre, il faut absolument s'insurger contre ces pratiques-là parce que c'est du mauvais traitement animal. Et il y a le code pénal pour ça. D'autant que ce n'étaient pas des médicaments, c'était des matières premières dont on ne savait pas d'où elles venaient, qui étaient vendues par des personnes non vétérinaires, qui donnaient des conseils en se substituant bien sûr à des vétérinaires, et les vétérinaires se trouvaient en difficulté. Donc la position était de dire aux vétérinaires, faites le suivi biologique et la santé des animaux, parce que c'est ça qui prime, mais ne soyez pas complices de l'administration, ne soyez pas complices de l'incitation à utiliser. Mais il y avait quand même une situation difficile, comme disait Jean-Luc, c'est-à-dire que les animaux, grand nombre d'animaux étaient sauvés, ne mouraient plus. Et c'est là où il y avait une réelle difficulté. Alors, maintenant qu'il y a les formes extemporanées orales, la source se tarit de les formes injectables et on voit fleurir maintenant dans ces mêmes groupes, sur les réseaux sociaux, une espèce de lutte acharnée en disant mais c'est mieux de faire des injections que de donner par voie orale, mais sans aucune base scientifique parce qu'il y a une sorte de business qui est en train d'échapper, un business occulte, et on ne sait même pas qui est derrière ce business, parce que finalement, qui vendait et qui récoltait le fruit final de ce business, on ne le connaît toujours pas. Il y avait Sophie peut-être qui pouvait répondre à une des questions. Et puis il y aura aussi Laure qui pourra répondre sur le suivi de pharmacovigilance des formes extemporanées quand même. Non, mais je rejoins l'avis là. En fait, c'est vrai que c'était assez ubuesque comme situation, le truc sur Internet. Mais comment y lutter? Je sais pas. À mon avis, c'est pas si évident que ça. Et ça, c'est fait. Je pense qu'effectivement la pâte orale et le fait qu'il y ait eu un cadre réglementaire, même imparfait, c'est quand même beaucoup plus confortable et satisfaisant et ça redonne la main aux confrères. Et ça, je pense que ça, même si il y a des points d'interrogation, etc. Je pense que déjà le fait d'avoir maintenant un cadre réglementaire va quand même aider la profession. Et j'aurais juste fini à rebondir sur ce qu'avait redit Hervé, et peut-être par rapport à ce que se demandait le professeur Cadoré, qui est sur l'interrogation par rapport au GS 44 1524. Il y a quelque chose qui pour moi serait assez simple, c'est de séquencer en fait les souches virales sur les animaux qui sont traités comme ça sur le long terme, et faire un vrai séquençage de tout le génome, comme en fait en médecine humaine, comme il faut faire le SARS-CoV-2 et le suivre à la trace, et notamment sur les animaux qui ne récupèrent pas après le traitement. Le problème, c'est qu'on va revenir sur un problème très pratico-pratique, c'est qui le fait et qui paye, en fait. C'est pas un problème technique, parce que mais comment on le structure et qui le fait et qui paye. Mais étant donné que c'est un coronavirus, est-ce que les usines qui ont séquencé le SARS-CoV-2 peuvent pas passer quelques échantillons de chat dans le pipeline? Non, mais attends, mais quand on regarde le séquençage des génomes d'animaux, les séquenceurs, ils sont ravis de séquencer tout ce qui court sur la planète. Parce qu'il faut bien feed the beast, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une usine, il faut la faire tourner quand même. Non, mais c'est possible. Non, techniquement, c'est totalement possible. C'est, je pense, un problème de volonté de structuration et quand même de paiement aussi derrière, qui est non négligeable. Et on ne parle pas de filière féline. Enfin, tu vois, il y a une filière équine avec un RESP, etc., quelque chose de structuré. Ça. Côté je viens juste d'être contactée sur quelque chose peut-être qui pourrait avoir lieu. Mais voilà,
pour moi, à des milliards d'années-lumière par rapport à ce que je vois en filière équine ou en filière bovine, etc. C'est de la médecine plutôt individuelle, etc. C'est autre chose, je pense. Mais si on suit ce que tu proposes, ça permettrait déjà d'avoir un diagnostic plus précis de la péritonite infectieuse chez le chat. L'isolement viral au départ, déjà. Alors, isolement, on n'y arrivera pas, c'est un virus qui s'isole très mal, mais le séquençage, oui, mais ça nous donnerait des informations scientifiques qu'on n'en a pas déjà, et beaucoup de choses, ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est vrai aussi que cette situation d'avoir un médicament qui, de toute évidence, provoque la rémission de symptômes, s'il y avait des équipes qui s'intéresser à ça, ce serait une belle façon, enfin c'est une belle opportunité de revisiter la pathogénie de ce virus et des modalités de constitution des épanchements versus les formes sèches, etc. Enfin là, à mon avis, il y a vraiment un grain à moudre sûrement intéressant. Et je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a présenté Stéphane, et je salue évidemment José Carlos de loin. Par rapport à vos travaux actuels, peut-être faut-il être prudent quand même par rapport à une maladie qui m'est chère, qui est l'anémie infectieuse, dont le statut réglementaire n'est pas totalement réglé dans l'application de la loi sur la santé animale. Et soyons prudents dans l'annonce au grand public que des travaux sont faits sur les traitements antiviraux, notamment de cette maladie, pour le moment en tout cas. Oui, je suis d'accord. Il y aura François, et puis une question d'abord, Laure, après François. Oui, alors juste avant de répondre que d'autres répondent à la question du professeur Cadoré, oui, sur le GS 441524, il faut quand même, alors effectivement, on n'a pas toutes les données d'efficacité qu'on pourrait avoir dans le cadre d'un médicament qui aurait été développé pour une AMM. Néanmoins, avec cette solution de préparation extemporanée, il y a la possibilité d'un suivi de pharmacovigilance, ce qui est aujourd'hui en place et donc ce qui permet quand même d'avoir un certain nombre davantage de données en termes de sécurité du médicament. Voilà. Alors, il faut donner un micro. François, on a vu ta question, mais 2 minutes, on a une question en salle d'abord. Oui, je me posais juste la question de s'il était prévu d'autoriser une forme de GS injectable quand même, quand bien même, alors je sais que le pH est très acide et donc ça fait des lésions, mais parce que une forme orale pure sur une maladie qui a des formes nerveuses, et donc le HV1 c'est pareil, hein, le valacyclovir c'est purement par voie orale. Je me pose aussi la question de si on peut pas garder une forme injectable, au moins au début, pour traiter les formes nerveuses et ensuite de prendre un relais par voie orale. Donc je ne sais pas si c'est prévu ou pas par le laboratoire d'Elpech. Les contraintes réglementaires sur les préparations extemporanées injectables sont quand même extrêmement fortes et je ne suis pas certain que ce soit accessible au monde vétérinaire quand même. Et les études qui... On a la chance d'avoir la pharmacie d'Elpech qui... Alors déjà, on est une pharmacie, donc on n'est pas un labo, donc tout ce qui est AMM, nous, c'est pas de notre ressort et on n'en a pas la possibilité. Si je me trompe, dans les différentes études qu'on comparait les traitements oraux et les traitements injectables, la réponse est meilleure dans les traitements oraux. Donc je suis pas certain qu'il y ait un réel intérêt d'avoir une forme injectable pour le début. Je sais pas, il y a des choses diverses en fait quand on regarde, mais après à chaque fois c'est des petits effectifs, donc on en revient au voilà. Et bon, je vais pas tout représenter, il y a des espèces de combinaisons remdesivir, GS, etc. injectables, puis après voie orale. Mais c'est 1 cas, 2 cas suivis, donc je pense c'est difficile à dire, et je pense que oui, l'injectable du GS 44-44, là à l'échelle, je pense que c'est pas prévu du tout quoi. Non, Donc, nous en tout cas c'est pas possible. En tout cas, oui. non. Et l'acidité, vous injectez du vinaigre, hein, donc c'est compliqué. Oui. Tu réponds Stéphane, Claude.
Répondre pour le cheval, ce que j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, on a organisé le Congrès mondial des maladies infectieuses équines à Deauville. L'an dernier, 400 personnes sur la planète qui travaillent sur toutes les maladies infectieuses des chevaux. 400. Donc, pour avancer sur tous les sujets, c'est compliqué. Et je pense qu'il va nous falloir déjà avancer avec ce qu'on connaît et puis essayer après d'autres voies d'inoculation éventuellement. Ça fait partie des échanges quand on travaille sur le futur avec la nébulisation, par exemple, avec la némamévir qui pourrait passer la barrière hématoménager, avoir un effet intéressant. On a nos collègues de Caen qui nous proposent des modèles souris éventuellement, mais bon, tout ça, ça prend du temps, ça coûte cher. C'est un peu le lot de la recherche. Mais voilà, comme on est peu nombreux, je pense qu'il faut aujourd'hui déjà s'attacher à ce qui marche. Et puis, la proposition de l'académie de réaliser une étude sur le terrain très encadrée, c'est déjà un super challenge. Ouais. Oui, il y a des mains levées. François, la première main levée. Jean-Luc, tu reprendras la parole. François, tu avais une question, je crois. François Vallon. J'avais une question, j'avais baissé la main, mais simplement pour souligner l'importance d'avoir dans les différentes filières, d'avoir des réseaux d'épidémiosurveillance performants pour pouvoir effectivement répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose actuellement. Et là, il y a quand même une très grosse différence entre ce qui se passe pour le chat et ce qui se passe pour les chevaux. Pour les chevaux, on a la chance d'avoir depuis une trentaine d'années un réseau d'épidémiosurveillance avec des vétérinaires sentinelles qui sont en plus des vétérinaires qui sont tout à fait performants sur le plan du diagnostic et les traitements qui sont réalisés dans le cadre des herpès de forme nerveuse, ils sont bien dans le cadre de protocoles de diagnostic, en tous les cas, qui sont très encadrés. Donc, on a, au moins pour le cheval, pas ce problème du diagnostic initial avant la prescription. Donc, le problème qu'on observe chez le cheval, en tous les cas, c'est plutôt d'avoir à disposition des molécules et de savoir à quel moment les utiliser pour envisager effectivement des évolutions moins dramatiques. Alors que chez le chat, on voit qu'on a quand même là dans un système qui est extrêmement plus complexe, puisqu'on a des utilisations d'une molécule antivirale éventuellement pour des chats qui déjà ne présentent pas de PIF. Donc ça pose quand même un vrai problème avec une prescription qui n'est pas du tout encadrée. Et donc là, on est quand même dans une autre problématique. José. Oui, bon, je ne suis pas un spécialiste sur les chats, mais je suis assez impacté de prendre la nouvelle que les gens ils achètent sur Internet et ils injectent sur ces chats. Et je me posais la question, pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai une question, est-ce que les vétérinaires ou les pharmacies qui aident à formuler, on va dire, cette molécule pour arriver à un médicament, est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire une étude par HLSPC ou MASPEC, de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter, formuler, quelle concentration ils achetaient, et si ces études ont été faites. Et une deuxième question, peut-être pour les vétérinaires praticiens, on est en consultation, si j'ai bien compris, il arrive avec son médicament et dit « je vais injecter ça à mon chat parce que ça fonctionne ». Est-ce que vous avez aussi le contraire de dire j'ai acheté ça sur Internet et ça ne fonctionne pas? Est-ce que ça c'est enregistré? Est-ce qu'il a des retours sur ce type de cas ou ça reste et on ne parlait pas de tout ça? Concernant la qualité de ces produits, il y a une étude nord-américaine qui est sortie l'année dernière où ils ont effectivement acheté par différents canaux tous ces produits et ils ont comparé la composition. Et alors il y avait effectivement du principe actif et puis d'autres, des quantités tout à fait variables. Donc ça, oui, ça a été publié. Et après, concernant les contraintes qui reposent sur les praticiens, dans la mesure où ce n'est pas un produit autorisé, eh bien, il n'y a pas de réseau de collecte de l'information officielle, en fait. Alors, officieusement, oui, les vétérinaires pouvaient transmettre de l'information éventuellement à l'agence du médicament, mais c'est pas un médicament, c'est pas ni humain, ni une préparation extemporanée légale. Donc, on était effectivement
dans un flou. Je vois que dans l'assistance, il y a Jean-François Rousselot et Eric Gaguerre qui peuvent peut-être prendre la parole pour expliquer, Dan Rosenberg aussi, pour expliquer le RESPAC, puisqu'il était question de ce réseau d'épidémiosurveillance des équidés, surveillance des pathogènes des équidés, et le RESPAC, peut-être Jean-François, peux-tu prendre la parole? Oui, alors on a ce projet qui est en cours de réalisation parce qu'il est déjà très ancien, donc d'un réseau d'épidémiosurveillance qui est destiné à suivre les maladies existantes, à suivre leur cartographie, à suivre leurs évolutions respectives, et puis aussi à pouvoir mettre en évidence des maladies émergentes et ainsi de pouvoir, avec un système d'alerte, se protéger. On sait tous combien la proximité de l'homme et de son animal de compagnie est grande et donc quelque chose qui actuellement est assez sage, hein. On a évidemment des maladies qui se transmettent, mais bon, on peut malheureusement ce qui s'est passé avec le Covid, hein, on voit bien qu'à tout moment peut démarrer un problème infectieux qui soit venant de l'homme d'ailleurs, hein, où on a eu très peur, hein, pour le Covid, hein, on a eu très peur avec quand même euh, des atteintes de chats qui ont été a priori des cul-de-sac, mais bon, on aurait pu ajouter au drame humain un drame animal. Donc ce RESPAC, il est en cours de construction dans une première phase, on s'est un peu inspiré du RESP, hein, d'ailleurs, hein, parce que le RESP marchait bien, et donc bon, on a voulu ainsi, il y aura un certain nombre il y aura des vétérinaires sentinelles. Ce qu'on souhaiterait quand même, c'est de privilégier la qualité de la donnée remontée, parce que sans cette qualité, on n'aura pas de résultats intéressants. Et puis, on va aussi intégrer l'intelligence artificielle, hein, qui est quand même aujourd'hui quelque chose qui aide énormément, en sachant qu'elle n'est pas toujours facile à dominer. Donc voilà. Donc voilà ce que je. Merci de m'avoir permis de dire quelques mots de ce RESPAC. Oui. Concernant le RESPAC, la PIF est dans le focus, me semble-t-il. Oui. Elle l'est. Dans la première maladie, elle fait partie des toutes premières maladies à suivre avec attention. Bon, je vais laisser le professeur Cadoré conclure. Juste avant toi, Jean-Luc, je vais dire que je suis content que l'on ait animé cette séance, mais on avait dit, avant de rédiger définitivement notre avis, notre rapport, de le proposer à l'ensemble des académiciens, qu'on se nourrirait des échanges de cette demi-journée. Je pense qu'on a, et Xavier, tu as fait une réflexion qui était très intéressante, moi qui me nourrit, donc on va finir notre avis et nos recos. Encore merci au professeur Cadoré qui profite de sa retraite émérite pour faire le rédacteur. Jean-Luc, je te laisse conclure ou donner un peu ta vision. Enfin voilà, tu as 5 minutes pour clore cette séance et je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont posé des questions. Je pense que ça va nous permettre d'affiner un certain nombre de points. Et encore merci aux conférenciers d'aujourd'hui. Moi, ce qui me paraît intéressant à ce moment, c'est de souligner que on peut retenir avec une certaine prudence, qu'il va être possible d'utiliser de façon rationnelle des molécules antivirales. La faisabilité est ici, mais qu'il faut quand même demeurer prudent et affiner un certain nombre de points, en particulier les indications précises et le moment d'administration de ces molécules. Je pense qu'il faut aussi retenir que il faut en parallèle
renforcer nos performances en termes de diagnostic précis des maladies qu'on veut traiter. Et moi, je reviens quand même sur cette péritonite infectieuse du chat, pour laquelle, par exemple, quand on commence à parler d'utilisation de molécules antivirales dans les formes sèches, et en particulier les formes nerveuses, encore faut-il être capable d'affirmer que les symptômes nerveux que l'on observe sont bien imputables à une coronavirus, ce qui paraît pas si évident que ça. Ça paraît évident pour les formes humides, encore que on ne sait jamais à quel moment on intervient, mais je pense que la précision du diagnostic des maladies virales qu'on veut traiter est importante à considérer. Tout aussi importante à considérer, peut-être, ce sont les conditions médico-économiques dans lesquelles on peut intervenir. Donc, là aussi, c'est un chapitre qu'il faudra peut-être qu'on affine. Et puis, j'allais en parler, enfin, c'est vrai que le RESPAC est sûrement un des éléments importants pour la médecine des animaux de compagnie de demain. Et puis enfin, je pense qu'on a compris quand même que pour prévenir tout risque de résistance aux antiviraux, il faut… alors, l'exemple de la péritonite infectieuse est un contre-exemple, mais en tout cas, chez le cheval, je crois qu'il est sage de continuer d'envisager une polythérapie pour justement éviter les phénomènes de résistance. Voilà en quelque sorte les conclusions que je pourrais tirer. Je pense que cette journée va nous avoir permis au groupe de réflexion d'avancer et d'affiner notre rapport et nos recommandations. Et je vous remercie. Voilà. Donner la conclusion de la journée, qui a été effectivement une journée, encore une séance vraiment de très grande qualité, avec une participation assez large des auditeurs. Donc, on remercie tout le monde. Maintenant, le boulot pour la vie et le rapport vont commencer. Et à ce sujet, juste une remarque, c'est qu'on va avoir des recommandations de Sylvie Rabot, vous savez, qui est en charge de notre bulletin de l'Académie vétérinaire de France, pour que l'on rédige nos rapports en respectant un certain nombre de contraintes, de normes, de façon à assurer une publication rapide et facile dans le bulletin des rapports. Je signale tout de suite que les articles seront considérés comme des proceedings, hein, donc il n'y aura pas de revue ça sera sous la responsabilité des signataires, et puis voilà. Maintenant, on va sauter la case approbation de compte rendu, parce qu'on a beaucoup de personnes que ça intéresse peu. Juste un petit point, tout à l'heure, Jean-Yves, tu as fait allusion à la participation de confrères étrangers. J'ai vu dans la liste des participants, il y avait quelques appels de l'étranger. Oui, voilà. Oui, je pensais à ça. D'accord. Alors, on va passer, on avait une excellente séance, et le 23 octobre, je vous annonce qu'il y aura une excellente séance, mais alors là, on va faire un bond en arrière, parce que c'est une séance historique. Et ça va commencer par quelque chose de tout à fait unique, présenté par une consoeur qui est une référence maintenant en la matière. C'est de l'archéologie, de la pathologie, et notamment de l'archéologie de One Health. Donc, il ne faut pas manquer ça, parce que c'est vraiment de très grande qualité et très intéressant. Ensuite, on restera dans l'histoire, parce que ça va être l'histoire de la consommation de viande. Et bon, ça, c'est important, comme vous le savez, pour nous vétérinaires, et l'élevage. Et donc, elle va nous décrire, c'est une jeune consoeur qui va nous décrire le panorama et les évolutions de la consommation de viande paléolithique, néolithique et de nos jours avec les véganes et les végétariens. Et ensuite, on va faire un bond en avant, mais ce sera quand même du passé, mais un passé récent. C'est Marcel Petit, ça sera un hommage, en fait, à un grand confrère qui a été un grand résistant, Marcel Petit, qui est décédé en 1960. Et puis, la dernière conférence, ce sera notre président, Didier Boussary, qui va nous la présenter. Et lui, Didier va faire un historique de la médecine des NAC. Donc, on vous espère très nombreux
à cette prochaine séance le 23 octobre. Merci beaucoup.